écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif les amis, un nouveau podcast Histoire, la série continue. Nous sommes avec Ahmed Skounti qui est professeur à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine. Bienvenue à vous aussi Ahmed. Merci. Bienvenue dans notre podcast. Alors on est content de vous recevoir et vous allez nous parler du nomadisme, c'est bien ça? Merci beaucoup. Je dis bonjour aux auditeurs de Radio Ma'arif. Et aux auditrices. On va parler aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ma'arif et on va parler de nomadisme. Alors le nomadisme c'est quoi déjà? À part que c'est des gens qui n'habitent pas toujours au même endroit. Le nomadisme, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est une façon d'être au monde, c'est une vision du monde, mais à la base, c'est une façon de vivre et de tirer profit des ressources qui existent sur un territoire. Mais avant d'entrer dans le détail, dans quelle mesure ce nomadisme a forgé notre identité à nous Marocains? C'est-à-dire que, est-ce que ce mode de vie nomade, dans l'histoire, a été, j'ai envie de dire, majoritaire, minoritaire, marginal? Dans quelle mesure il a contribué à nous forger? Il a une présence importante dans l'histoire des Marocains, sans aucune commune mesure avec la place qu'il tient aujourd'hui dans les représentations. C'est-à-dire qu'il est sous-estimé dans notre ADN, quoi. Oui, il est devenu quasiment marginal. Contrairement à la place qu'il a occupée dans l'histoire des Marocains. C'est-à-dire qu'il était très important et aujourd'hui on l'a oublié. On l'a tous évacué de notre... Très important. Aujourd'hui, il est quasiment presque ignoré. Alors parlez-nous de ce nomadisme, puisqu'il faut le remettre à la place qu'il mérite dans notre culture collective. Je vous donne la parole. D'accord. Alors d'abord, si on remonte très loin dans l'histoire des sociétés humaines en général, de l'Afrique en particulier et de l'Afrique du Nord plus particulièrement, les premiers groupes humains, c'est des groupes mobiles. Ils bougent à la recherche de ressources. Lorsqu'ils commencent à se fixer avec la découverte de l'agriculture, à partir du néolithique, autour de 7000 ans, tous ne se fixent pas. Beaucoup continuent à bouger parce que la domestication a déjà commencé depuis bien longtemps et donc ils élèvent des troupeaux et ils continuent à bouger. Alors en Afrique du Nord, y compris le Maroc, on est situé dans une région dont on peut dire qu'elle est semi-aride. Donc les ressources pour l'agriculture peuvent être limitées. L'importance de l'élevage est telle que beaucoup de communautés continuent à bouger, continuent à exploiter les ressources du territoire de manière extensive. Et non pas intensive. Et non pas intensive, contrairement à certaines communautés qui se fixent sur des territoires limités pour faire de l'agriculture intensive. Et donc, ce mode de vie, comment vous le décririez? Alors, ce mode de vie, il est basé sur l'élevage, donc c'est des groupes relativement restreints. De combien de personnes? Ça peut être quelques dizaines, quelques centaines. Au XXe siècle, on est arrivé à quelques milliers, parfois même quelques dizaines de milliers. Si on prend par exemple une confédération comme Hayat Hatta ou ITF Leman, c'est plusieurs centaines de milliers. Oui, mais plusieurs centaines de milliers divisés en mini-groupes. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas par paquet de 100 000. Ils ne bougent pas tous ensemble. En général, à l'intérieur de ces grandes confédérations, on a des tribus de quelques dizaines de milliers. À l'intérieur, encore des fractions de quelques milliers qui bougent à ce moment-là de manière groupée. Qui bougent avec des tentes. Qui bougent avec des tentes, qui se défendent, parce qu'ils ont besoin aussi de se défendre contre les voisins, contre toutes sortes d'adversaires. Donc ils sont armés. Ils sont armés. Ils défendent des territoires de nomadisation. Ils en occupent d'autres quand ils sont assez forts pour en conquérir d'autres. Ils vivent en communauté. Ils ont un calendrier commun par rapport à la nomadisation, par rapport à la célébration des mariages par exemple. En quoi elle est spéciale la célébration des mariages? Ils font des mariages collectifs. D'accord, ils ramassent les couples. Ils optimisent le groupe. Voilà, c'est une façon de garantir la cohésion du groupe, de mutualiser, comme on dit aujourd'hui, les ressources,
parce qu'on s'entraide Mhm. pour organiser les mariages, parce que ça demande de la main-d'œuvre, ça demande des ressources, ça demande des têtes à sacrifier, ça demande des matières premières. Donc, l'organisation des mariages en optimisant les ressources. Tout de suite, je pense à Émile Schill, de façon évidente. Je ne sais pas si on est dans le sujet ou là, si on a... Oui, c'est une formule, mais là, on parle de communautés qui bougent. D'accord. Qui bougent, et donc elles décident qu'à un moment de l'année, elles organisent des mariages collectifs. C'est une façon de, comme j'ai dit, d'entretenir la cohésion, de mutualiser les ressources et aussi d'affirmer une identité de groupe. Ils ont des traits partagés. Par exemple, ils peuvent avoir un type de tatouage particulier pour les femmes qui affirme l'identité du groupe. Ils ont des costumes particuliers. Par exemple, ils peuvent avoir une natte portée par les femmes sur le dos qui a des couleurs en laine particulières au groupe. Ils ont des bijoux et une coiffure féminine spécifique. Donc, ils ont des traits culturels et ils ont un parler partagé, même si ça peut faire partie d'un dialecte plus large ou d'une langue plus largement partagée avec d'autres groupes. Mais ils ont une façon particulière de parler, de se vêtir. Ils ont certains mets de cuisine qui leur sont particuliers. Donc ils développent des spécificités. Un plat typiquement nomade marocain. Un plat typiquement nomade, akoulou. Akoulou, c'est un pain fait par les bergers, parce que les bergers, il leur arrive de quitter la tente seuls et de partir dans une montagne à laquelle les tentes ne peuvent pas arriver, et le berger est amené à y passer parfois 2 mois, 3 mois seul avec ses troupeaux, et donc il fabrique son pain. C'est un pain rond, comme un ballon de football. Il prépare la pâte avec du sel et de l'eau, donc il la malaxe comme on prépare du pain, tout à fait normalement. Il met une pierre dans le feu pour qu'elle chauffe, une pierre ronde, un peu comme un poing. Lorsqu'il a chauffé, la pâte est préparée, il essaie de former une boule avec la pâte de pain et il laisse une ouverture dans laquelle il met la pierre chauffée et il referme. Et ça cuit par l'intérieur. Ça cuit à l'intérieur par la pierre et après il la met dans les braises et il la recouvre. C'est une sorte de beignet en 3 dimensions. Ça donne une boule de pain assez particulier, au goût très, très marqué. Parfois, il y met des morceaux de graisse. D'accord. Quand il en a. Et donc, avec du pain, avec du thé, voilà, c'est un repas frugal, mais intéressant. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, de choses qui nous viennent du nomadisme et qui sont restées et qu'on a récupérées, nous, citadins, dans nos habitudes culturelles, culinaires ou j'en sais rien, qui viennent de là-bas sans qu'on le sache forcément? Je crois que la mobilité, c'est quelque chose qui vient des sociétés nomades. La mobilité en général, les gens qui bougent, mais il y a certains traits dans la culture qui nous viennent de ce mode de vie. Par exemple, l'importance qui est donnée au lien de sang. La famille. La famille, le sens et au-delà de la famille, le clan. À partir du moment où on appartient au même groupe, on sent une obligation de solidarité vis-à-vis des membres du groupe. Et ça dépasse le cadre des sociétés nomades, on retrouve ça y compris parmi les Marocains. Par exemple, le Sahara. La majorité des habitants des villes, aujourd'hui, c'est d'anciens nomades. Bien sûr. Ou d'anciens descendants, ou des descendants d'anciens nomades. Et donc, il y a une prégnance de la culture nomade, y compris dans un espace urbain. C'est pas valable uniquement pour le Sahara, c'est très prégnant au Sahara, mais c'est aussi présent dans d'autres régions du Maroc. Vous avez des exemples de villes qui ont été créées ou peuplées par une majorité de nomades sédentarisés? Des petites villes et des villes moyennes, peut-être, mais sur les marges en particulier. Par exemple, une ville comme Khmisset. Les Zemmour sont connus pour être une grande confédération de tribus nomades et transhumantes. Donc Khmisset, Tifelt. Sur les marges, on a des villes comme Bouarfa, dans l'oriental, les villes comme Riche, Gourama, Boulmen, Missour. Toutes ces régions de l'oriental et des oasis, ils sont peuplés de beaucoup de descendants de nomades. Je vais peut-être vous choquer, mais quand vous me dites on fait des mariages groupés, la prééminence des liens de sang, la solidarité, je pense aux gitans. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Est-ce qu'il y a des choses communes entre les nomades marocains et les nomades plus médiatisés qu'on a vu en tout cas, comme les Roms, les Tziganes, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les lie ou ça n'a rien à voir? Il y a des choses qui peuvent être communes. Ce sens de la mobilité, cette place marginale de la frontière
qui peut être présente parmi tous les groupes nomades, quels qu'ils soient. Mais chacun a des spécificités. Les Roms et les Gitans ont cette particularité d'être des groupes transnationaux. Ils traversent les frontières de toute l'Europe. Par contre, quand on prend des nomades d'ici, en général, c'est plus entre le Maroc, par exemple, et l'Algérie que ça se passe. Par exemple, des nomades comme Eitrebesh passaient la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Des nomades au Sahara peuvent passer la frontière entre le Maroc et la Mauritanie ou le Mali. Donc il y a parmi ces groupes cette place marginale qu'occupe la frontière au sens politique du terme. Il y a le sens de la mobilité, il y a la prégnance des liens de sang, il y a une certaine façon de faire la fête qui est différente. Il y a un rapport à la sédentarité qui peut être occasionnel. Il peut y avoir des liens entre nomades et sédentaires qui peuvent être très importants selon les régions. J'imagine qu'ils se croisent déjà pour faire les affaires, vu qu'à un moment, vous avez parlé des pâturages et des troupeaux. J'imagine qu'il y a des produits à vendre de cette... Oui, voilà. il y a des liens très importants. En tout cas, en Afrique du Nord, au Maroc particulièrement, il y a des liens très étroits. Dans l'organisation traditionnelle des sociétés, les nomades se situent en quelque sorte au sommet de l'échelle de la stratification sociale. Pourquoi au sommet? Parce que traditionnellement, c'était des gens qui bougeaient, qui avaient une force de frappe importante, qui étaient protecteurs de beaucoup de groupes sédentaires. Et donc, il y avait une sorte de relation étroite avec des groupes dont ils assuraient la protection, en contrepartie d'échanges économiques. Pourquoi vous parlez de protection? C'est-à-dire de protection au sens sécurité Oui, au sens sécurité. C'est-à-dire que des endroits sédentaires demandent à des nomades de les protéger. Oui, tout à fait. On a des pactes qui ont été étudiés par Feu l'Arbi Mzine dans son ouvrage sur le Tafilelt, par exemple, qui prouvent que des nomades et des groupes sédentaires, particulièrement des groupes maraboutiques ou chérifiens, ont scellé ce qu'on appelle des pactes de protection écrits. Voilà, c'est des documents écrits qui fixent les modalités de la protection qui est accordée par les nomades sédentaires. D'accord. C'est bizarre que vous me disiez qu'ils soient au sommet de la hiérarchie sociale, parce que, pour rester sur la comparaison avec les nomades européens, ceux-là, ils sont en bas de la hiérarchie sociale et ils sont ils sont souvent victimes d'ostracisme par leur mode de vie et leur refus de la propriété. Enfin, ça les place complètement à la marge de la société. Et là, vous me dites que les nomades marocains sont au contraire une sorte de groupe armé surpuissant par rapport aux sédentaires qui se situent en dessous de lui dans la hiérarchie. Sur ce plan, effectivement, à certaines phases de l'histoire, ils occupaient le haut du pavé, comme on dit. Ils assurent la protection des sédentaires. Alors il y a une sorte d'intérêt mutuel à cette protection, c'est que ces groupes maraboutiques ou chérifiens s'assurent de la protection des nomades, mais les nomades viennent les visiter. Donc il y a des relations de famille à famille, de groupe à groupe. Pendant les moussem, par exemple, des zaouïas qui se trouvent dans des lieux sédentaires, les nomades viennent. Chaque année, pour le moussem, ils apportent des bêtes à sacrifier, ils apportent des dons, ils apportent du beurre, ils apportent de la laine à ces sédentaires et en contrepartie, ils reçoivent la baraka des shérifs et des marabouts. Le fait de se déplacer avec un groupe, vous avez parlé de centaines de personnes, donc sans domicile, sans structure de ville, ou ça impacte des choses compliquées. Par exemple, comment ces gens, j'ai envie de dire, se renouveler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on était tenu de rester dans la tribu pour les mariages, etc., ou bien est-ce que, pour des raisons évidentes d'extension de la famille, est-ce qu'on faisait des mariages intertribus, ce genre de choses? Alors, l'endogamie, ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire se marier à l'intérieur du groupe, était quelque chose de valorisé. D'accord. Et ça, c'est l'idéologie. Dans la pratique, quand on travaille sur les généalogies des individus et des groupes, on s'aperçoit qu'il y a une plus grande diversité des origines dans ces groupes. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a amené quelqu'un comme Jacques Berck, qui a beaucoup travaillé sur le Maroc, à parler des noms de tribus comme des emblèmes. C'est-à-dire, on se donne un nom, mais finalement, la tribu, c'est un ramassis d'individus et de lignages d'origines diverses. Mais ils ont besoin de bâtir cette idéologie d'une ascendance commune, c'est-à-dire descendre d'un seul ancêtre, pour que la cohésion du groupe soit garantie et maintenue à travers le temps. Mais on privilégie le mariage dans le groupe. Ça ne veut pas dire que tout le monde le respecte, mais on essaie, dans la mesure du possible, de se marier au plus près, au plus proche,
pour garder cette cohésion sociale, pour garder l'héritage dans le groupe, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage à l'extérieur du groupe, ce qu'on appelle les mariages exogames. Les mariages exogames. On habite dans une tente. Oui. Une tente par famille. Une tente par famille. Un jeune couple peut encore vivre pendant quelque temps dans la tente familiale avant de fabriquer la sienne propre. D'accord. Et une fois qu'il a la sienne, donc un jeune couple par exemple. Une fois qu'il a la sienne, il s'établit de préférence à côté de la tente du père. Du père du mari. Du père du mari. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup par exemple, de polygamie? Comment on gère la polygamie dans une tente unique? Alors la polygamie, elle est marginale. D'accord. Les nomades, je peux dire qu'ils sont globalement monogames, mais il y a des exceptions où on peut avoir des polygames, mais bon, on gère comme on peut. Non, mais moi j'ai une question très pratique. Comment on gère l'intimité d'un couple, quoi? Quand on est dans une seule tente avec les enfants, oui. C'est prosaïque comme question, mais oui, elle doit bien avoir une réponse. Oui, c'est vu que les enfants naissent. Effectivement. C'est déjà pas facile pour un couple monogame, parce que la promiscuité dans la tente est telle que c'est difficile d'avoir une intimité. Alors pour un couple polygame, c'est encore plus compliqué. Mais à vrai dire, la recherche ne s'est pas intéressée à ces domaines-là. D'accord, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Alors. Non, mais ça rentre. Non, c'est une très bonne question. Et ça rentre dans la sexualité des Marocains en général, dont on ne connaît pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de recherches sur la sexualité en général. C'est un problème qu'ont même les jeunes couples dans les villes. Donc, dans les villes, par exemple, les gens qui vivent dans l'espace dans la ville, est pareil, est restreint pour beaucoup de gens. Tout à fait. C'est pareil pour les gens, par exemple, qui vivent dans une pièce. Et une famille qui vit dans une seule pièce, même dans les grandes villes, c'est très compliqué d'avoir une intimité. Donc voilà, les nomades gèrent à peu près comme des gens qui vivraient dans une seule pièce. Ils trouvent des moments pour... Après que les enfants aient été mis au lit, ils trouvent un moment pour avoir un peu d'intimité. Quels sont les grands tribus nomades déjà? Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit, les grands ensembles? Si on part du Sahara, depuis le sud, tout le Sahara, traditionnellement, est un espace de nomadisme. Les régions des oasis au sud de l'Atlas, en grande partie, c'est des espaces de nomadisme. Tout l'oriental est un espace de nomadisme. Après, quand on passe... Quand vous dites l'oriental, c'est Figuig, Bouralfa, Laayoune, tout ça. Voilà, depuis Rachidia jusqu'à Oujda. Oui, d'accord. C'est quasiment des espaces de nomadisme, les hauts plateaux orientaux, etc. Après, quand on passe les chaînes de montagnes, depuis le Haut-Atlas occidental jusqu'au Rif, on passe dans un espace au nord des chaînes de montagnes et à l'ouest, où c'est beaucoup plus de la transhumance. D'accord, c'est-à-dire que c'est une sédentarité en morceaux, c'est-à-dire sur plusieurs lieux. Oui, la mobilité est beaucoup plus encadrée et les gens ont déjà un espace dans la vie sédentaire, un pied dans la vie sédentaire et un pied dans la vie nomade, mais on est encore... jusqu'au XXe siècle, des régions comme toutes les grandes confédérations, Aït Sokhman, Ishqern, Zayan, Zemmour, Benimgild, Gerwan, toutes ces tribus, depuis le Tedla jusqu'aux portes de Rabat, c'est des régions de grande mobilité. Sur les plaines, Rahamna, Zahir, Kouela, Chiadma, Haha, tous ces espaces, toutes ces plaines, il y avait encore une grande mobilité. Tous les noms que vous avez cités étaient nomades? Pas tous, mais ils comprenaient des groupes qui avaient une mobilité assez importante et qui dépendaient en grande partie de l'élevage. Alors l'élevage porte sur les caprins, c'est-à-dire les chèvres, les ovins, les moutons principalement, mais on élève aussi le dromadaire dans les régions sahariennes. Et pour la mobilité, on compte sur les dromadaires, sur les mulets, les ânes. On a aussi quelques poules dans la tente. Je crois que c'est l'essentiel. Pendant le XXe siècle, le Maroc s'est modernisé, on va dire, enfin en tout cas en termes de l'administration, c'est-à-dire qu'il a fallu à un moment
demander des certificats de résidence, avoir une carte nationale, enfin bref, tout ce que le citadin connaît par cœur. Comment l'administration marocaine a géré ces populations nomades par rapport à, je sais pas, je dis peut-être c'est une question bête, mais Shahadat Sukna, qui nous empoisonne la vie. Comment on a demandé à ces gens-là de faire des certificats de résidence? Quel est le contact entre l'administration marocaine, l'état civil par exemple, et une population qui n'a pas de lieu fixe de résidence? Je crois que pour l'administration marocaine, les choses étaient faciles. Si vous parlez de l'administration marocaine indépendante, les choses étaient faciles parce que le protectorat français, principalement, avait déjà préparé les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour préparer les choses? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que avec l'occupation du territoire, l'occupation du Maroc, ils ont imposé aux tribus nomades des territoires de nomadisation. Ils ont limité leur territoire. Ils ont limité leur mouvement. Et pour quitter les territoires, ils avaient besoin de ce qu'ils appellent un laissez-passer. Ils ont fait un gros travail quand même. Ils ont fait un gros travail. Pour identifier les gens, leur territoire, Oui. leurs noms, leurs habitudes. Non seulement ils ont limité les territoires de nomadisation, c'est-à-dire les parcours, et ils ont imposé aux tribus certains parcours, mais ils ont rattaché les tribus nomades à des bureaux des affaires indigènes. Donc, pour l'état civil, pour le certificat de résidence, c'est facile. Vous dépendez d'un bureau, je ne sais pas, bureau de Tinrir, votre résidence c'est à Tinrir, même si vous êtes nomade. Et vous déclarez les naissances quand vous passez par Tinrir. Voilà, il faut déclarer les naissances et les décès au bureau auquel vous êtes rattaché. On peut s'arrêter 2 secondes sur l'état civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des noms et des prénoms. C'était pas systématiquement le cas, non? C'était pas le cas pour tout le monde, c'est pas propre aux nomades. Voilà, non mais... L'état civil, c'est une création moderne. Et tous les Marocains ont été amenés, ça me rappelle le sketch de Fleg sur l'Algérie, sur les prénoms quand l'administration coloniale française enregistrait les Algériens, leur attribuait des noms de famille. Donc pour le Maroc, c'est soit un nom de famille qui existe déjà, soit c'est une profession. C'est un sobriquet, c'est une profession. Donc disons que là, sur ce point-là, les nomades n'ont pas eu un traitement. Ils n'ont pas eu un traitement spécial, c'est quasiment comme pour tous les Marocains. Il fallait avoir un nom, il fallait choisir ou se voir imposer. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du tipi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui estime qu'il y a un résidu dans notre mentalité de culture nomade qui veut que chaque individu issu d'un groupe représente le groupe. Et que donc chaque personne porte sur ses épaules le poids de l'honneur de la tribu ou du groupe. Quelque part, j'ai lu que c'était un phénomène encore plus puissant dans les sociétés nomades et qu'aujourd'hui, justement, avec la modernité qui est un petit peu l'émergence de l'individu et du choix individuel, ça rentre parfois en collision frontale avec cette culture qui nous vient du passé. Quel regard vous avez sur ce paradoxe? Oui, je crois que ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure sur ce qui nous reste de la culture nomade. Et quand j'ai répondu en parlant des liens de sang, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on parle pour le groupe, on agit au nom du groupe. Donc il faut avoir une certaine éthique, une certaine exigence, parce que ce qu'on fait engage en quelque sorte le groupe auquel on appartient. Ça, c'est quelque chose que les membres du groupe doivent intérioriser. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des individus qui agissent pour eux-mêmes en leur nom, mais statistiquement, ça doit rester marginal si le groupe veut préserver sa cohésion. Ça m'a toujours surpris de voir quand certains Marocains, ou Marocaines, surtout Marocaines d'ailleurs, avaient des comportements qui étaient jugés contraires à la morale. Il y avait énormément de gens sur les réseaux sociaux qui s'indignent du fait qu'elles ne représentent pas les Marocains. J'ai très rarement vu de telles réactions aux États-Unis sur un mafieux ou dans des sociétés qui n'estiment pas que chaque artiste, acteur ou individu représente le groupe. Chez nous, c'est très important cette notion de « elle ne nous représente pas », qu'on trouve vraiment à chaque polémique sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez que ça fait partie de la culture nomade, ça? Je pense que ça vient de... Voilà, ça c'est un trait tout à fait pertinent qui renvoie à cette conception de la société comme un groupe lié par des liens de sang, en tout cas des liens indéfectibles qui garantissent la cohésion. Et tout individu qui s'écarte de cet habitus collectif
comme dirait Bourdieu, est un individu qui doit être rejeté par le groupe. Ben justement, revenons à cette histoire de rejet. Quelles sont les méthodes mises en place pour juger les conflits à l'intérieur du groupe, les conflits, pourquoi pas les crimes ou les délits et les crimes? Alors, dans les sociétés nomades, il y avait un droit positif qu'on appelle dans la littérature le droit coutumier. Littérature coloniale surtout. Dans la littérature coloniale, on continue à utiliser le terme aujourd'hui. Alors, il peut être fixé par écrit, mais souvent, c'est plutôt dans les sociétés sédentaires. Et il est plus souvent oral dans les sociétés nomades. Donc, il y a des gens, les grands, les personnes qui ont une certaine expérience dans la tribu, qui sont considérées comme détentrices de la capacité à résoudre. Donc, on a recours à ces personnes pour résoudre les conflits qui peuvent avoir lieu à l'intérieur du groupe. Ça peut être des histoires de vol, des histoires d'agression, des histoires de meurtre, des histoires de voisinage, toutes sortes de problèmes ou de délits sont résolus à l'intérieur du groupe. Il peut y avoir aussi des problèmes avec des groupes voisins qui sont résolus dans le cadre de pactes qui engagent à ce moment-là plusieurs groupes. D'accord. Quelle est la plus grande sanction qui existe? Dans ce droit coutumier, la plus grande sanction, c'est l'ostracisme. Le bannissement. C'est le bannissement. Pour le meurtre, par exemple, c'est le bannissement. Et si celui qui a commis le crime ne quitte pas, il est poursuivi par, et on revient là encore au lien de sang, 20 plus proches parents du meurtrier sont poursuivis par 20 plus proches parents de la victime jusqu'à en tuer un. D'accord. Quand vous dites poursuivi, c'est-à-dire attaquer, quoi. Oui, ils peuvent pourchasser, c'est-à-dire ce n'est plus que le meurtrier qui est responsable, on peut pourchasser les 20 plus proches parents mâles. Pour le crime? Pour le meurtre d'un individu. Donc, dans la tribu nomade, il y a la famille, c'est-à-dire qu'il y a l'entité, grosse entité, et la petite entité est aussi jugée comme co-responsable, quoi. Exactement, il y a une co-responsabilité et donc on estime que le groupe entier, le groupe du meurtrier doit payer pour la victime. Quelle organisation politique d'une tribu nomade? Qui la gère? Qui décide? On part, on reste? Oui, alors l'organisation politique, c'est Amrar, c'est Cheikh. C'est un individu qui est choisi par le groupe. Parfois, il s'impose de lui-même. On se dit, ce type est incontournable, il est tellement courageux, il est tellement puissant, il a un charisme qui s'impose à tout le monde, et donc il est de fait choisi. Et des fois, c'est la concertation des chefs de famille qui décide qui va être le chef, et il prend les décisions, et il discute avec les membres, avec les chefs de famille, et ils prennent les décisions qui s'imposent, qui sont dans l'intérêt du groupe. Comment on peut traduire cette organisation politique? C'est une chefferie, on peut dire que c'est une chefferie, c'est pas l'État, c'est en deçà de l'État, mais ce n'est plus la bande de quelques individus où il n'y a pas de chef. Ça existe par exemple chez les Kalahari, ça existait dans le Kalahari en Afrique du Sud, chez les Bushmen, la bande où il n'y a pas de chef. Mais ici, on a une organisation politique, mais ce n'est pas un État, on appelle ça une chefferie. On a vu avec Mustafa Kadiri dans un podcast sur la bataille de Bougafer l'histoire de Assoub Slem qui a pris la tête de la résistance dans cette bataille. Il nous a expliqué qu'il n'était même pas un chef politique, mais un chef de l'exécutif, c'est-à-dire un chef militaire, quelqu'un qui a été choisi pour mener la résistance. Est-ce qu'on a pareil dans ce genre de tribu, plusieurs pôles de pouvoir, avec un pouvoir qui peut être politique, un pouvoir qui peut être militaire par exemple, ou judiciaire? Est-ce que ça existe ou c'est une vue de l'esprit? Bon, dans les moments de crise, effectivement, comme c'est le cas que vous citez, effectivement, il peut y avoir émergence d'individus comme ça qui ont une carrure et un charisme pour porter la voix de la défense des intérêts de la tribu. C'était le cas de Assoub Slem, mais pas seulement, il y avait beaucoup d'autres, comme Abdelkrim et de tous les chefs que le Maroc a vu émerger au moment de la colonisation. Mais c'est des instants
particuliers. C'est des Et moments donc, il peut fausser notre lecture. En des moments tranquilles. plus tranquilles, le pouvoir est beaucoup plus diffus. Le chef vraiment apparaît dans la vie de manière très épisodique, lorsqu'il y a des choses à négocier ou à défendre. Mais sinon, les gens, ils mènent leur vie tout à fait tranquillement. Mais c'est quand même une vie dure. On a fait des podcasts sur les combattants marocains qui ont participé aux 2 guerres mondiales. La première avec un nombre de 40 000, la deuxième beaucoup plus nombreux, des goumiers, et beaucoup de témoignages européens mettent en avant la dureté de ces hommes, c'est-à-dire leur aptitude à souffrir, ce qui en faisait des bons combattants. Est-ce que c'est la vie nomade qui a endurci les Marocains jusqu'au fait qu'ils soient capables d'aller en campagne européenne sans particulièrement souffrir énormément des conditions qui étaient dures d'un point de vue objectif, quoi? Autrement dit, de façon brutale, est-ce que la vie nomade endurcit et produit des gens courageux, ou des gens durs ou des gens endurants, voilà? Des gens endurants, certainement. C'est quand même peu de confort dans une tente. L'embourgeoisement est difficile, quoi. Oui, la vie est très spartiate, comme on dit. C'est vraiment... C'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Moi, j'ai connu la vie nomade j'ai vécu sur la tente jusqu'à 7 ans, lorsque j'ai été à l'école. Mon frère aîné m'a mis à l'école. Et j'ai continué à y aller pendant les vacances scolaires, pendant les 3 mois. J'allais chez ma mère vivre sur donc je peux en parler tout à fait. On vous écoute avec attention. Tout à fait tranquillement pour avoir été un témoin. C'est une vie dure. Elle peut être par moments paisible quand on est installé et quand on mène une vie quotidienne pendant quelques mois sur un lieu particulier. On a une vie un peu différente des gens qui vivent dans la sédentarité parce que le rythme n'est pas le même. Quelle est la différence? Quel est votre rythme? Le rythme, quel est le rythme de votre jeunesse? Par exemple, une journée peut se dérouler de la façon suivante. On se réveille assez tôt, le matin, vers 6 heures. On prend un bol de soupe, on prépare le thé. On peut prendre un morceau de pain si on a un peu d'huile ou du beurre. Voilà, c'est ce qui fait le petit déjeuner du nomade. Après, les bergers vont emmener les troupeaux vers les pâturages. Le chef de famille peut être lui-même berger. S'il ne l'est pas, il a les moyens d'avoir un berger, ou bien si c'est ses propres fils qui font office de berger. Lui, il va s'occuper, soit il va explorer de nouveaux pâturages pour voir s'il peut changer de lieu avec les gens de son campement, ses collègues, soit aller dans un souk pour acheter des choses dont il a besoin, soit il passe la journée sous la tente avec son épouse, et l'épouse, son travail consiste à aller chercher de l'eau. Ça peut être quelques heures de marche pour aller au point d'eau le plus proche. Le point d'eau, ça peut être une source ou un puits. Ensuite, il va chercher du bois. Si le mari est à la maison, elle doit préparer le déjeuner. Sinon, en général, elle peut bricoler quelque chose pour elle. Si elle est seule avec ses enfants, elle peut bricoler quelque chose de plus léger. Et le vrai repas, c'est le soir. Lorsque les bergers et le mari sont de retour, elle a eu le temps, après l'asr, de préparer un bon dîner qui est le vrai repas de la journée. Et c'était quoi les plats les plus courants? Alors, les plats, c'est les ragoûts, c'est la soupe, c'est le couscous, c'est le pain, comment on appelle ça, aghroum nouammes, c'est le pain avec de l'oignon à l'intérieur, si on en a, des morceaux de graisse aussi, s'il le fait, il le prépare aussi, et il le cuit sous la cendre, là aussi. Donc c'est le dîner, ça? Ça peut se préparer pour le dîner, avec le thé, ça peut faire Alors un enfant comme vous, Si Ahmed, qui était nomade jusqu'à 7 ans, vous avez joué, alors vous avez Vous voulez nous parler des jeux d'enfants, c'est ça? Les jeux d'enfants. Des jeux ou pas d'enfants d'ailleurs, hein, parce que on continue à jouer. Alors les jeux, si je peux parler de ma propre expérience, quand je retournais pendant les vacances d'été, à l'époque on avait 3 mois, on avait juin, juillet, août, c'était assez long et donc c'était... Enfin c'est court quand on est enfant, c'est long quand on est parent. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai. Mais en tout cas, sur la tente, on ne s'ennuyait pas.
On nous confiait, je me rappelle, avec mes amis du campement, parce qu'on était dans un campement, il peut y avoir à l'époque beaucoup plus de tentes par le passé, mais à mon époque, dans les années 70-80, il pouvait y avoir jusqu'à 5-7 tentes dans le même campement. Donc on avait des voisins, il y avait une vie de, voilà, Une communauté. comme ça, d'un quartier, comme un quartier. Donc on est, Derb, Derb, un voilà. derb mobile. voilà, on était pendant 3 mois, 4 mois, on était dans le même endroit, donc on avait des voisins, et il y avait une vie de quartier. Et donc avec les enfants du campement, on nous confiait les dromadaires. On mettait tous les dromadaires ensemble, chaque tente avait 2, 3. Parenthèse, dans quelle région ça? Ça, c'était dans le Haut-Atlas oriental, la région du Tafilel. D'accord. Donc vous gériez les dromadaires. On nous confiait les dromadaires, on allait les garder, mais il fallait qu'on s'occupe parce que les dromadaires se mettent à manger Ouais. voilà, S'ennuie, quoi. les plantes qu'ils trouvent, nous on s'ennuie. Et donc il faut qu'on s'occupe, donc on se met à jouer. Mhm. Et on avait des jeux intéressants dont je me rappelle aujourd'hui. Un jeu par exemple qui s'appelle Seba. On forme des petits tas de terre et on y cache chacun, par exemple si on est 4, chacun met soit des allumettes, soit des boutons de chemise, ce qu'on a. On met chacun le même nombre, on les cache dans ce tas de terre. On s'éloigne de 3 mètres et on commence à lancer des pierres un peu plates, Des galets, quoi. des galets plats. On essaye de frapper le tas de terre et ce qui sort, on le prend. Ce qui sort, c'est à celui qui D'accord. l'a dégagé. Voilà. Et on reforme. On reforme voilà. On peut passer des heures comme ça à jouer à ça. Il y avait un autre jeu qui s'appelle Tibn Ney. Ça consiste à former 2 groupes. Il y a une distance d'à peu près 80 mètres, 100 mètres. C'est l'avantage du nomadisme, c'est qu'il y a de l'espace. Oui. Parce que mes enfants, ils n'ont pas 80 C'est pas mètres. ce qui manque. Si on trouve un Ils terrain, n'ont pas 80 mètres pour jouer. si on trouve un terrain un peu plat, on peut jouer à ce jeu. Donc on forme 2 groupes de 2 contre 2. On dresse des pierres les unes à côté des autres comme ça. Par exemple, 4 pierres dressées. Et l'autre groupe, il dresse 4 pierres alignées, comme ça, et on commence à tirer à tour de rôle D'accord. sur les pierres des autres. Alors ceux qui réussissent à faire tomber toutes les pierres des autres, les autres viennent les porter sur le dos et ils font l'aller-retour. D'accord. Voilà, c'est la punition. Ils sont punis pour avoir perdu. Vous avez la télé? Non. D'accord. La radio, oui. D'accord. D'où ma question. Comment on s'occupe dans une longue soirée d'hiver? Les longues soirées Les d'hiver. familles nomades Oui, des années 80, puisque vous avez grandi Oui, dans les d'abord, années... les gens ne veillent pas. Ouais, ils dorment tôt. Ils dorment tôt, mais avant le dîner, qui a lieu en général maximum vers 9 heures, donc avant, dès le retour du berger, il revient vers le coup de 18h30, 19h comme ça. Donc on a à peu près 2 heures où on prend le thé et on peut se raconter des histoires. D'abord, on se raconte la journée. Le berger, quand il revient, il a ramené un lièvre. Ah tiens, c'est intéressant, on a de quoi préparer un dîner. Et puis, il nous raconte sa journée, il a peut-être rencontré d'autres bergers, il a vu des choses. Et après, on peut se raconter des histoires, on peut faire des jeux, on peut se dire des devinettes. On passe beaucoup de temps Beaucoup de à faire culture orale, quoi. On écoute la radio. Je me rappelle, on écoutait la radio aussi quand les chèvres sont de retour. Et je me rappelle, ma mère devait les traire. Elle devait traire les chèvres pour avoir le lait. Et donc, on lui ramenait les chèvres une après une pour les traire. Et c'est à ce moment-là qu'on écoutait. Je me rappelle, on écoutait la radio. Et c'était la tranche horaire de la radio Tamazight. On écoutait Ben Nasr Khoya Haddouaki. C'était le régal. D'accord. Ben, restons sur la musique. Vous faisiez des fêtes un petit peu, à part les mariages ou bien... Les fêtes. Alors, les circoncisions, ça donne lieu à des fêtes, à des réjouissances. Les mariages, l'attente des moutons, quand on tond la laine, ça donne lieu à des célébrations extraordinaires, à des jeux. Parmi les jeux, par exemple, que je n'ai pas cités tout à l'heure, qui ont lieu pendant l'attente des moutons, c'est le saut en hauteur, par exemple. Et le saut en hauteur consiste à tenir 2 gars qui tiennent rza, D'accord, le turban, le turban par les 2 bouts et les autres qui... C'est pas un élastique, quoi. S'il se prend les pieds... Non, ils le mettent d'abord à hauteur de la taille. De la taille. Ensuite, ils montent au niveau de la poitrine.
Et les plus brillants, c'est au niveau de la tête. Donc ils arrivent à sauter le turban au niveau de... Donc la célébration, ça veut dire des jeux, un repas, j'imagine. Des repas copieux, parce qu'il faut appeler des professionnels de la tente. Pas n'importe qui peut tendre un mouton. Donc il y a des gens qui pensent... Ah, il y a des forces supplémentaires. Des nomades et parfois des gens d'autres tribus qui sont professionnels, ils savent comment faire, donc on les appelle, donc il faut leur préparer à manger. D'accord. Et donc il faut sacrifier une bête, il faut préparer des ragoûts. Et est-ce qu'on joue de la musique dans ces célébrations? On joue de la musique, en général dans la tente, il y a au moins un bendir qui est accroché. Hein. C'est incontournable. Et pour le maintenir, c'est très intéressant parce qu'avec la chaleur, il risque d'éclater. Oui. Donc pour le maintenir longtemps, il faut mettre de l'eau et malaxer un peu de terre avec de l'eau et la mettre sur le bendir, sur la peau du bendir pour l'humidifier et pour qu'il N'éclate pas. n'éclate pas. Merci, c'est Ahmed Skounti qui, dont le parcours est étonnant, donc de cette vie nomade de jeunes jusqu'à travailler avec l'UNESCO pour évaluer la classification patrimoine mondial. On a envie de vous dire bravo et merci pour ce podcast. Merci, c'est Reda. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.